Bonjour et bienvenue dans State of the Union. Dire que le coronavirus a seulement masqué la crise mondiale latente et ne l'a pas éliminée est une évidence. Ce constat est encore plus tristement vrai en Syrie, où la guerre, qui fait rage depuis 10 ans, semble presque oubliée. Et pourtant, plus de 10 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et presque autant de personnes ne mangent pas à leur faim. L'économie syrienne est détruite, la moitié de la population n'a pas d'emploi. Lors d'une conférence virtuelle des donateurs cette semaine, l'Union européenne a promis une aide de plus de 2 milliards d'euros pour cette année et la suivante. Le chef de la diplomatie de l'UE a aussi balayé les accusations contre les sanctions imposées par les 27 contre le régime de Damas, des mesures qui seraient responsables du chaos syrien. Les sanctions européennes ne visent pas la population civile. Il n'y a pas de sanctions sur l'aide humanitaire et l'approvisionnement médical. Nos sanctions visent ceux qui oppressent le peuple syrien, qui bombardent des établissements hospitaliers ou des écoles et qui emploient des armes chimiques. Un pays n'a pas promis d'aide financière à la Syrie, il s'agit de la Russie, qui est intervenue dans le conflit militaire à partir de 2015. Mais ce n'est pas pour cela que la Russie a fait la une de l'actualité cette semaine. C'est davantage le référendum qui autorise le président Vladimir Poutine à rester au pouvoir jusqu'en 2036, soit jusqu'à ses 83 ans. Vous trouvez que c'est beaucoup? Ce serait l'âge de Joe Biden lors de son second mandat de président des États-Unis s'il est élu. La perspective d'une victoire en novembre prochain du démocrate est envisageable. La gestion chaotique de la pandémie par Donald Trump, la réouverture de l'économie et la crise contre le racisme aux États-Unis plombent les intentions de vote en sa faveur. Certains pensent même que le refus de l'Union européenne d'ouvrir ses frontières aux voyageurs américains est une façon de lui faire payer sa posture très agressive contre l'Europe. Une Amérique post-Donald Trump semble se dessiner lentement. L'un de mes rêves est le suivant. Le 20 janvier de l'année prochaine, le premier jour dans le bureau ovale, Joe Biden prend son stylo et abroge presque toutes les mesures prises par Donald Trump pour annuler la politique de Barack Obama. Cela serait agréable. L'avenir politique des prochains mois aux États-Unis, mais aussi en Europe, dépendra beaucoup du coronavirus. Malgré l'apparition de nouveaux foyers, la pandémie semble sous contrôle dans l'Union. Le virus a cependant laissé de profondes traces dans la société européenne. Retrouvons Susie Dennison, chercheure au Conseil européen des relations internationales. Merci de répondre à nos questions. Vous avez coécrit une étude que votre centre de réflexion vient de publier qui souligne que, quelques mois après la crise du coronavirus, l'Europe est en état de choc et que ses citoyens se sentent perdus et vulnérables. Comment vous l'expliquez ? Je pense tout d'abord que la raison de ce traumatisme est en effet le choc de l'expérience du coronavirus. Les Européens ont découvert que l'on pouvait passer d'un déni sur le risque du coronavirus en Europe durant les premiers mois et quelques semaines plus tard être confrontés au confinement de l'économie, de notre vie sociale et de notre façon de vivre. Tout d'abord, il y a un sentiment de déception avec les gouvernements nationaux dans leur façon de gérer la crise et la défiance dans le recours aux expertises et à l'autorité employée pour justifier les décisions politiques concernant la crise. Ensuite, il y a une déception à l'échelle européenne dans la gestion des institutions actuelles. La perception européenne se dégrade. 47% des personnes interrogées estiment que l'Union a été hors jeu pendant la crise. Est-ce que la crise du coronavirus a renforcé le soutien des citoyens en faveur d'une plus grande coopération européenne ? Je pense que ce que l'on peut retenir de cette enquête que nous avons menée, c'est que cette crise n'a ni renforcé la tendance nationaliste, ni renforcé le fédéralisme européen.
Elle a plutôt brouillé les distinctions entre nationalisme et internationalisme. Il reste une image où je dirais que les Européens sont déçus par les institutions actuelles, mais il reste une croyance forte dans l'importance de la coopération européenne. Pendant plus d'un demi-siècle, les Européens se sont appuyés sur un lien transatlantique fort et un sentiment de sécurité commun. Est-ce que les Européens font encore confiance aux États-Unis après plus de 3 ans de présidence de Donald Trump? La réponse courte doit être non. À partir de nos recherches, on peut voir clairement que la perception des États-Unis en tant qu'alliés et en tant qu'acteurs a diminué significativement pendant la crise. On observe cette tendance. Si les opinions étaient partagées en Europe avant la crise sur la vision des États-Unis de Donald Trump comme un allié majeur, maintenant, il n'y a plus d'illusion du côté européen. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous suivre. Profitez de l'été et faites attention à vous. Par cela, j'entends attention aux canicules et aux risques d'incendie. Ils ont déjà commencé à l'est d'Istanbul et les pompiers sont intervenus. Une équipe de journalistes s'est rendue sur place. Un hélicoptère a aussi rejoint cette bataille contre le feu. Et voici ce qui s'est passé. En professionnelle, elle a poursuivi son direct. À la semaine prochaine.